Bonjour, merci de votre fidélité. Bienvenue RFM Midi, le grand journal. Barthélémy Ngom. À la une, les hommages de la nation au défunt président du Conseil constitutionnel. Mamadou Badio Camara repose désormais au cimetière de Pikine. Levé du corps ce matin à l'hôpital principal. Le chef de l'État aux côtés de la famille judiciaire. Tous ont salué les qualités humaines et professionnelles du défunt. Un pan de la justice est affaissé. Témoignage à suivre. Récital du Saint-Coran devant la radio. RFM a également rendu hommage à ses défunts. C'était ce matin. Préparatifs de l'hivernage 2025, rencontre ce matin du comité de gestion des inondations, des mesures et autres stratégies annoncées pour renforcer la lutte, surtout la surveillance du fleuve Sénégal. Parmi les localités qui vivent les inondations à chaque hivernage, Keur Massar, là-bas les acteurs se mobilisent. Leur plaidoyer à suivre dans ce journal. Le grand journal, les actualités internationales, d'abord en Mauritanie où 100 corps de migrants ont été repêchés. Nous irons également au Gabon où, à quelques heures du scrutin présidentiel prévu demain samedi, une polémique s'installe autour de la dette publique du pays. L'opposition accuse Brice Oligui Nguema et son gouvernement de n'avoir pas dit la vérité aux Gabonais. Le sport, Malal Diagne Junior, CAN U17, Sénégal-Côte d'Ivoire, coup d'envoi 16h. Match comptant pour les quarts de finale. La presse du jour, les quotidiens de ce vendredi qui rendent hommage au défunt président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara, je le rappelle, repose désormais au cimetière de Pikine. Et puis point de vue, convocation tous azimuts d'hommes de médias, la liberté de la presse serait-elle menacée au Sénégal? Retrouvez nos deux intervenants en fin de journal. Barthélémy Ngom. Aliou Ba est à la technique de ce journal. Bienvenue. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui a donc assisté à la levée du corps du défunt président du Conseil constitutionnel. C'était ce matin à l'hôpital principal. Les hommages donc de la nation à l'endroit de Mamadou Badio Camara. Selon le chef de l'État, l'homme sage a consacré l'essentiel de sa vie au droit, à la justice et à la République. Le président Faye est revenu également sur le brillant parcours de l'homme, tout en réitérant toute sa gratitude républicaine. Le président Bassirou Diomaye Faye que nous écoutons. En ces moments solennels empreints de tristesse et d'émotion, nous sommes rassemblés pour rendre un dernier hommage à M. Mamadou Badio Camara, un homme qui a consacré l'essentiel de sa vie au droit, à la justice et à la République. M. Mamadou Badio Camara, pour y revenir, a vu le jour un 9 avril 1952 à Dakar, par décret 77-648 du 26 juin 1977. Il a débuté sa carrière de magistrat en qualité de juge suppléant dans le ressort de la Cour d'appel de Dakar. Il fut ensuite affecté en qualité de substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Dakar. Il occupa successivement les fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de Diourbel, de substitut du procureur spécial près la Cour de répression de l'enrichissement illicite, de procureur près le tribunal de Kaolack, puis de Ziguinchor, et de procureur de la République adjoint près le tribunal hors classe de Dakar. Ensuite, il a exercé les fonctions de secrétaire général de la Cour de cassation, de président de chambre, de secrétaire général, de procureur général et de premier président de la Cour suprême. Le 5 septembre 2022, M. Mamadou Badio Camara, membre du Conseil constitutionnel depuis 2021, a été nommé président de cette institution. Monsieur le président du Conseil constitutionnel, par ma voix, la nation sénégalaise, qui vous a déjà exprimé sa reconnaissance en vous élevant au grade de magistrat honoraire en qualité de premier président de la Cour suprême, vous réitère toute sa gratitude républicaine. Pour ma part, résonne encore dans mes pensées les fortes recommandations qui furent celles de M. Mamadou Badio Camara sur les difficultés inhérentes à l'exercice du pouvoir lors de la cérémonie de prestation de serment du président de la République. Les générations de magistrats que vous avez formés à l'école de magistrature garderont les souvenirs de vos compétences pédagogiques reposant sur une rigueur intellectuelle sans commune mesure. Durant votre carrière, vous avez su susciter le respect et l'admiration de vos pairs et de toute la grande famille judiciaire. Nous garderons de vous l'image d'un magistrat rigoureux, compétent, humble et à la parole mesurée. Un moment de grande tristesse donc ce matin pour toute la République. À l'hôpital principal, la famille judiciaire s'était mobilisée. Les anciens collaborateurs, hommes politiques, société civile, tous ont tenu
être présent pour accompagner Mamadou Badio Camara à sa dernière demeure. Koumba Sandiane Faye. Cela a été un moment de grande tristesse pour ces éminentes personnalités issues de la classe politique, de la société civile ou de la magistrature. La République tout entière pour accompagner l'un de ses illustres serviteurs dans sa dernière demeure. L'oraison funèbre a été prononcée par Cheikh Tidiane Koulibaly, membre du Conseil constitutionnel, selon qui le défunt a été un homme de principe et un magistrat chevronné. Il est le doyen d'âge du Conseil constitutionnel qui a parlé au nom de la famille judiciaire. De prières empreintes de tristesse et de recueillement, nous voilà réunis pour lui adresser un suprême adieu. Il nous laisse orphelins d'un intellectuel rigoureux et méthodique, d'un serviteur exemplaire de l'état de droit, d'un homme de principe, mais surtout d'un magistrat compétent et d'une exquise courtoisie. À force de parler du défunt sage, l'ancien collaborateur ne pouvait plus se retenir. Dans les juridictions de tous les niveaux qu'il a eu le privilège de diriger, c'est qu'au-delà des magistrats d'exception, il y avait l'homme de culture, humble malgré ses hautes chapes. Des honneurs militaires ont été décernés à l'éminent homme de droit. La famille de Mamadou Badio Camara, épouse, enfants et autres membres ont été présents. Antoine Joseph Diop a parlé au nom de la famille. Selon lui, la famille pleure certes au départ, tout en célébrant un héritage. Ce qu'il a incarné pour la magistrature sénégalaise, chacun ici s'en souvient. Mais je viens vous parler de l'homme derrière le magistrat, du patriarche, du pilier, de l'époux attentif, du père aimant. Nous, sa famille, nous l'avons vu vivre pleinement ses convictions, avec discrétion, droiture, mais aussi avec chaleur et tendresse. L'ancien président de l'Assemblée nationale, le grand ami inséparable du défunt, a été animé par une vive émotion. Moustapha Niass. C'est Moustapha Lakra mi nga xamné mom moy numéro 1 Badio tegu ma tegu ñuy 3 inséparable waxal na ma motax sama wax yef yi du yag parce que dama bañ joy tax sama xol dafa fess. L'actuel président de l'Assemblée nationale, le garde des Sceaux et d'autres personnalités en présence du chef de l'État ont tous rendu un dernier hommage au défunt président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara. Un homme simple, généreux et humble s'en est allé. Ses collaborateurs ont tenu à saluer les qualités humaines et professionnelles du défunt. Nafissatou Sila. Nafissatou Sila, donc d'un moment à l'autre, Nafissatou Sila qui s'est entretenu avec les collaborateurs du défunt président du Conseil constitutionnel. Tous ont salué les qualités humaines et professionnelles du défunt. Le monde judiciaire est venu rendre un dernier hommage au président Mamadou Badio Camara. C'est un calme plat qui règne ici, devant le portail de la morgue de l'hôpital principal. Pas de discussion ou autre bavardage entre amis. Tous se recueillent, mais aussi se souviennent de l'homme. Mactar Ndiaye a travaillé avec lui en tant qu'avocat général à ses côtés lorsqu'il était procureur général. Il était le procureur général de la Cour suprême, ça c'est en 2013. On a collaboré ensemble de 2013 à 2012. Je le quitte aller aux chambres africaines pour juger le président après. Et après, je suis à la retraite en 2020. Mais c'est un homme affable, un professionnel qui aime tout le droit, d'une simplicité extraordinaire, très généreux, surtout en relation humaine. Maître Djibril War aussi a eu à le fréquenter et il retient de l'homme ceci. Les officiers de justice, les mandataires judiciaires comme nous, les avocats, les huissiers, la famille gardent quand même de cet homme, d'un praticien du droit averti, rigoureux, qui réunit toutes les qualités. Il a eu un parcours exemplaire, il a fait presque toutes les régions. Ses amis, qui ne sont pas du monde judiciaire, et autres parents sont aussi venus lui dire adieu. Quand j'ai appris la nouvelle, ça m'a fait un coup de massue. Donc je cherche les mots, je ne sais pas comment les déplacer. Donc voilà quoi. Vous étiez proches? Oui, on s'est connus il y a longtemps. Donc je ne vois pas les mots pour le moment, je suis très ému. Quand les gens le critiquaient et que je parlais, ils me disent Nabou, tais-toi, ne parle pas, ne leur dis rien, laisse-les faire.
Badio Camara est un grand monsieur. Il fut mon gendre, mon jeune frère avait épousé sa fille. Alors là, je sais qu'un grand monsieur est parti. Très humble, très affable, très généreux dans les idées, dans tout. Vraiment, c'était une grosse perte pour le Sénégal. Monsieur Gueye était son instituteur. Il affirme qu'une personnalité brillante est partie. Badio, je l'ai connu, il avait 7 ans, 8 ans. Voilà notre un primaire, une bande là. Il y a un qui est là, il y en a d'autres qui sont dans l'armée. Il a toujours été brillant et puis attachant. On en parlait il y a 10 jours. Il ne laissait pas croire qu'il allait partir. Alors, il y a son ami là, mais intime, ils sont 4 ou 5 qui me sont toujours attachés. Ils me contactent tout le temps là. Amis, anciens collègues de travail sont aujourd'hui peinés de le voir partir pour toujours et ils prient pour le repos éternel de l'âme du président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara. Et que Dieu l'accueille dans son paradis. Amine, après l'hôpital principal, donc le cortège funèbre s'est rendu au cimetière de Pikine où repose désormais le défunt président du Conseil constitutionnel Mamadou Badio Camara. Paix à son âme, condoléances renouvelées à la famille judiciaire mais également à toute la nation sénégalaise. Aujourd'hui, 11 avril également, le personnel du groupe Futur Média se souvient encore de ses collègues disparus, Ndate Diop, Awa Mbaye, Oustas Mbaye Dondé, Mamadou Vincent Diop, entre autres. Le groupe Futur Média a organisé un récital de Coran ce matin. C'était devant les locaux de la radio Futur Média. Oumar Mbow. Ils ne sont plus là, mais c'est comme s'ils sont toujours là. Eva Mbaye Amin Dondé, Vincent, Aliou Diassé bi nekkoon ci ñun, El Hadji Ndate, Maria Silva bi nekkoon TFM. Il n'y a pas une journée, une heure ou une seconde qui passe sans que le personnel du groupe Futur Média ne se souvienne de ses défunts collègues. La journée d'aujourd'hui en dit long devant le portail de la radio. Une bâche est installée. L'on récite le Coran pour nos collègues arrachés à notre affection. Venu assister à cette journée de prière, le directeur général du groupe Futur Média, Birandour, témoigne. Toujours un sentiment de tristesse quand on prie pour des défunts. Mais je magnifie surtout l'initiative de mes collègues qui chaque année s'organisent pour qu'on puisse se retrouver et prier pour nos défunts collègues. On en a profité aussi pour prier pour mon défunt grand-père, Haj Elimandour. L'un des initiateurs se rappelle les moments qu'il a vécu avec Feu Ndate Diop. Seydou Nourouba trouve donc normal de consacrer un temps à tous ses collègues disparus. L'objectif a été atteint puisque c'était quoi? C'était de nous rassembler, de lire le Coran et puis de prier Dieu. Chose qui a été faite, donc alhamdoulilah, c'est ça l'objectif principal. Désormais, cette journée de prière pour nos défunts collègues disparus va être inscrite dans l'agenda du groupe Futur Média, décrète le directeur général. Oumar Mbow, merci, repos éternel donc à tous ces collègues qui nous ont quittés, certains à la fleur de l'âge, qu'ils trouvent le repos éternel auprès du Père. Midi, 13 minutes, vous suivez le journal sur la radio Futur Média. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Barthélémy Ngom. Le reste de l'actualité avec cette marche du Rassemblement des travailleurs du Sénégal licenciés, marche autorisée par le préfet de Dakar. La marche rouge pour dénoncer donc les licenciements jugés abusifs et les recrutements sélectifs. Le coordonnateur du Rassemblement des travailleurs du Sénégal licenciés, Boubacar Fall avec Georges Déthié Diop. Je viens tout juste de recevoir la notification d'autorisation de notre marche qu'on a déposée depuis le 24 mars. Vraiment, on l'a eu très tard parce que voilà, alors qu'on est en train de se mobiliser, mais alhamdulillah. Donc, je lance un appel à tous les Sénégalais épris d'injustice de se joindre à nous et tous Sénégalais licenciés, tous Sénégalais qui sont en train de subir une injustice là où ils travaillent. Nous lançons un appel à tous ces Sénégalais-là, nous lançons un appel à la société civile, aux députés, tous les députés, que ce soit de pouvoir ou de l'opposition, de venir se joindre à nous, à notre marche qui aura comme itinéraire point de départ rond-point hôpital Abass Ndao au rond-point poste Médine. Je dis aussi, nous avons demandé une autorisation de marche pacifique, que restons pacifiques et nous resterons républicains, nous resterons des patriotes. On va marcher dans la légalité, dans la dignité, en respectant tout l'ordre public et en dénonçant nos droits, en dénonçant l'injustice qu'on est en train de subir. L'injustice qu'on est en train de subir va plus loin parce que nos familles sont disloquées, l'éducation de nos enfants est gâtée. Donc sur ce, nous lançons un appel à tous les Sénégalais de venir nous soutenir sur l'injustice qu'on est en train de subir.
Une marche donc cet après-midi à l'appel du collectif, à l'appel plutôt du rassemblement des travailleurs licenciés du Sénégal. Vous venez d'entendre le coordonnateur Boubacar Fall. Je rappelle que la marche a été autorisée par le préfet de Dakar. Les préparatifs de l'hivernage 2025 rencontrent ce matin du comité de gestion des inondations, des mesures et autres stratégies annoncées pour renforcer la lutte, surtout la surveillance du fleuve Sénégal. Compte rendu Salimata Aou. Mobilisation des acteurs et le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement pour une meilleure gestion des inondations. Selon Cheikh Tidiane Dièye, l'objectif est de gérer différemment le prochain hivernage. Et vous vous souvenez qu'il y a 2 semaines, en Conseil des ministres, il avait donné des instructions pour démarrer et accélérer les travaux pré-hivernage, de curage, de nettoyage et de focardage des bassins, d'ouverture des voies d'eau, mais surtout, et c'est le plus important, de mobilisation des acteurs communautaires, de la société civile, du secteur privé et des collectivités locales et autres pour venir en appui à l'État afin de gérer cet hivernage différemment. Nous nous y sommes pris très tôt. Nous avons mobilisé l'ensemble des parties prenantes. Cette réunion est une première en termes de nombre de participants. L'innovation majeure de cette année est l'implication plus significative de l'ANACIM. Les alertes météo seront beaucoup plus complètes. Jusqu'à l'année dernière, en tout cas, nous n'avions que des bulletins d'alerte, que la météo sortait pour dire il y a un risque de pluie à tel jour et on attend des pluies dans telle et telle zone. Aujourd'hui, on a une précision un peu plus forte. C'est-à-dire que non seulement on va prévoir l'arrivée de pluie, mais on peut spécifier la zone dans laquelle la pluie va arriver, même les axes routiers qui seront les plus impactés et même simuler la quantité de pluie qui pourrait tomber. Quel va être l'intérêt de cet outil? Si on dit lundi, tel jour du mois d'août, ça, il pleuvra à Dakar et on attend cette pluie du côté de la corniche ouest de Dakar. On attend une centaine de millimètres ou 150 millimètres de pluie pourrait tomber sur la corniche. Mais plus encore, on va dire la pluie pourrait tomber entre 10h et 12h. Cela nous amènera à prendre les dispositions. Le ministère de l'Intérieur pourra dire, comme il y a ce risque d'inondation sur cet axe, il faudra peut-être fermer l'axe de la corniche pendant 2 heures de temps pour éviter que les populations s'y engagent et qu'ils soient coincés dans les eaux. Le curage des canaux a démarré. Pour le ministre de l'Hydraulique, le président et le premier ministre ont dégagé les ressources nécessaires pour mener à bien les travaux. Les populations sont appelées en renfort pour une réussite totale de cette campagne. Les inondations, justement, cette fois-ci du côté de Kermassar, le scénario se répète à chaque hivernage. Les autorités indexent l'insuffisance des infrastructures de drainage des eaux pluviales malgré les investissements de l'État dans la zone. Les acteurs engagent ainsi un plaidoyer pour changer la donne et mettre les populations à l'abri au prochain hivernage. Amina Taba. Le maire de la commune de Djiraï, Parcelles Assini, fait le bilan des inondations de l'hivernage 2024. Selon Abdou Aziz Djani, les habitants du département de Kermassar ont souffert et tout cela est dû au manque d'ouvrages de drainage des eaux pluviales dans la localité. Le département de Kermassar souffre de manière criarde par rapport à ces infrastructures qu'on peut appeler un plan de canalisation. Certes, ça commence à germer, mais jusqu'à présent, c'est des infrastructures qui manquent. 2024, c'était une année difficile en termes d'inondation dans le département. Et ceci, c'est dans toutes les communes. Il faut donc prendre les devants pour éviter à nouveau ce genre de situation. Abdou Aziz Djani estime qu'il est nécessaire pour les maires des 6 communes du département de Kermassar d'organiser un forum local sur la gestion des inondations avant le prochain hivernage. Ou à la suite de ce forum, accompagné par les services de l'État, ce qu'on appelle des comités communaux de gestion des inondations puissent naître au niveau de chaque commune localement. Le préfet du département de Kermassar rassure les habitants des zones inondables. Selon Babacar Ndiaye, tout un dispositif sera mis en place pour faire face aux inondations. Il y a encore des quartiers et des communes qui doivent être pris en charge en termes de travaux et d'ouvrages. Les services de l'État sont à pied d'œuvre ainsi que les entreprises pour réaliser les travaux prévus. En attendant, il nous faut prévoir un dispositif de riposte au cas où il y aurait des inondations. Les services compétents de l'État, dont l'Agence de développement municipal, se sont engagés pour terminer certains travaux de canalisation ou de bassin de rétention avant l'hivernage 2025. Ils comptent également mettre en temps un grand dispositif de pompage dans certaines zones à Kermassar. Aminata Ba, Kermassar, Radio Média. Les conséquences des réseaux sociaux, notamment TikTok, sur l'éducation des enfants. C'est devenu un réel problème aux yeux du professeur Ibrahima Tchoup, l'ancien recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et parrain du salon du livre qui se tient actuellement à Thiès, interpelle les parents. Il dit avoir constaté
que les enfants se sont déconnectés de la lecture. Ils ont du mal à se concentrer, surtout en classe. Le professeur Ibrahima Thioub, des propos recueillis par Salamata Ousmane Diallo. Aujourd'hui, vraiment, moi j'en appelle aux parents, aux enseignants, à tous les adultes, de faire attention à ce que lisent nos élèves. Vous savez, l'épreuve de philo au bac dure 4 heures. Vous avez à rester concentré pendant 4 heures sur un sujet. Mais quand vous regardez les vidéos que les enfants regardent à TikTok, ça ne dure jamais plus de 15 à 1 minute. Et ils changent immédiatement de sujet, donc toutes les 15 secondes ou toutes les minutes, ils changent de sujet. Quand le cerveau est habitué à ce défilement, à ce changement de sujet, toutes les 15 secondes, vous lui demandez de rester 4 heures sur un sujet, il en est incapable. C'est ça qui fait que l'élève devient paresseux en classe, et ça, les parents doivent en être conscients. Il faut qu'ils habituent leurs enfants à lire des livres dans leur matérialité. Parce qu'un livre, c'est rester dans une idée pendant 2 jours, 3 jours, voire 1 semaine. Donc le jour où on vous dit de rester sur un sujet pendant 4 heures, vous n'avez pas de problème. Mais si c'est l'éphémérité de TikTok et de toutes ces applications où on picore, on change de sujet tout le temps, c'est extrêmement dangereux pour la formation de nos enfants. L'alerte du professeur Ibrahima Thioub, ancien recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je rappelle qu'il est le parrain du salon du livre qui se tient actuellement à Thiès. Construction de l'école coranique et de la grande mosquée de Thiofak, c'est à Medina Baye à Kaolack. La première pierre a été posée. Les héritiers du premier khalife de Cheikh Ibrahim Niass promeuvent ainsi le développement de l'enseignement coranique au Sénégal. L'occasion a été justement saisie par Cheikh Moustapha Cissé, l'initiateur du projet, pour dénoncer ce qu'il considère comme une diabolisation de l'enseignement coranique au Sénégal. Au micro de Fatou Mbow, notre correspondante à Kaolack, Cheikh Moustapha Cissé demande aux autorités de soutenir davantage les daara. Nous venons de poser la première pierre d'un projet ambitieux, la construction de la grande mosquée de Thiofak, accompagnée d'un internat moderne dédié à l'enseignement coranique. C'est un héritage que nous perpétuons, car nos grands-parents l'ont fait avant nous, tout comme Cheikh Ibrahim Niass qui a tracé la voie. En ce qui concerne les daara, les autorités doivent mieux accompagner les maîtres coraniques. Nous savons tous que l'enseignement coranique contribue au développement du pays, en plus de jouer un rôle essentiel dans l'éducation des enfants. Malheureusement, certains tentent de diaboliser les daara à cause du comportement isolé de certains sérines daara. Pourtant, cette vision est erronée. Les daara font face à de nombreuses difficultés, tout comme les universités et autres établissements scolaires. Ce nouveau programme a pour objectif d'améliorer le niveau d'apprentissage des élèves. Nous lançons un appel aux bonnes volontés pour qu'elles participent au développement de notre pays, de notre société et de notre région. Avant d'accueillir Anna Rocha pour les actualités internationales, nous nous rendons à Keur Hassan Baye, un village de la commune de Mewan, village presque envahi par les sociétés minières, la GCO ou encore les industries chimiques du Sénégal. Mais le paradoxe est que les habitants vivent dans la précarité. Ils ne bénéficient pas du tout des retombées de ces sociétés minières. Pire encore, les accidents sont devenus récurrents, surtout sur la piste latéritique qui traverse le village, entre autres problèmes. Cheikh Anta Diop. Keur Hassan Baye Mbenguène, un village à cheval sur les communes de Darou Khoudoss et de Mewan. L'accès au village est extrêmement difficile du fait de son enclavement. En plus, la route qui traverse le village, exploitée par GCO, Grande Côte Operation, leur crée toutes les peines du monde selon les populations. El Hadj Abdou Aziz Mbeng, leur porte-parole. On a une centaine de villages qui sont touchés par les travaux des entreprises. Donc nous notons que la route n'est pas goudronnée. Et souvent, on note des accidents qui sont fréquents, mortels. L'année dernière, nous avons noté 4 accidents ici. Ce n'est pas tout. Le village est aussi confronté à un problème d'eau et d'électricité. Ici au village, nous retenons des problèmes majeurs d'eau, d'électricité. Nous notons aussi des puits qui sont bloqués. On ignore les raisons même. Les forages qui sont bloqués. Nous avons noté que durant tout le mois de Ramadan, on avait des problèmes d'eau. Et jusqu'à présent, même pour l'électricité, on peine à en trouver. Vous voyez, partout il y a des plaques solaires ici au niveau. Alors que là, on a un grand village qui devrait être soutenu et aidé. Donc on a assez de terres fertiles, de bonnes terres. On a aussi un potentiel d'eau fréquent, non exploité.
Du fait de leur proximité avec GCO, les habitants de Keur Hassan Bengen lancent un appel à l'endroit de l'entreprise minière pour une assistance dans le cadre de la RSE par rapport surtout à l'emploi des jeunes et au financement de certains projets. RFM Thiès, Cheikh Ante Diop. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue à Narocha. Merci beaucoup Barthélémy Ngom. Direction la Mauritanie d'abord, où plus de 100 corps de migrants ont été repêchés depuis janvier. C'est ce qu'a dit le ministre mauritanien des Affaires étrangères en visite à Bamako, une tragédie humaine causée selon lui par des réseaux criminels de l'immigration irrégulière. Seydou Nourouba. La Mauritanie, vaste pays désertique situé sur la côte atlantique ouest-africaine, a subi ces dernières semaines un afflux de candidats à l'immigration vers l'Europe. Elle a récemment mené une campagne d'expulsion de ces migrants, notamment sénégalais, maliens, ivoiriens et guinéens, suscitant ainsi de vives critiques dans la région et des tensions diplomatiques avec ses voisins. À la fin du mois de mars, le Mali s'était indigné des violences subies par ses ressortissants et avait demandé la cessation immédiate de cette violation flagrante des droits humains à la suite de l'expulsion par Nouakchott de centaines de migrants maliens. En Côte d'Ivoire, la justice suspend la délivrance du certificat de nationalité de Tidiane Thiam. L'information est tombée hier jeudi dans la soirée lorsque le communiqué signé des mains de la présidente du tribunal de première instance d'Abidjan a été rendu public. Une bombe politique après sa renonciation à la nationalité française. Son parti, le PDCI, n'a pas encore réagi à cette décision de justice. Des milliers d'enfants ont été victimes de viols et de violences sexuelles en 2 mois à l'est de la République démocratique du Congo. Déclaration du porte-parole de l'UNICEF, James Elder, qui dénonce lors d'un point de presse une véritable crise systémique. Au Gabon, l'élection présidentielle de demain samedi se joue entre 8 candidats. Parmi eux, le général au pouvoir depuis août 2023, Brice Oligui Nguema, grand favori, et Alain-Claude Billy, dernier premier ministre du président déchu Ali Bongo. Une présidentielle qui va se tenir dans un contexte de suspicion autour de la gestion de la dette à Wambaye. L'État du Gabon s'est efforcé de rembourser sa dette. Cette dernière est passée de 71% de son PIB en 2003 à 67% en 2024, selon Fitch, la norme communautaire de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale étant de 70%. Plus de 54% disent les autorités qui refusent d'y inclure des arriérés comme les retraites et les soldes des fonctionnaires. Une manière de compter peu conventionnelle selon Cédric Giongo, analyste économique chez Sika Finance. Charles Mba, ministre du budget et de la dette, déclarait début février à la télévision gabonaise avoir concrètement pu rembourser 266 milliards de francs CFA. Le pays s'est notamment acquitté en avance d'une échéance internationale importante en levant de la dette sur les marchés régionaux. Une manœuvre qui n'a pas convaincu tous les économistes de la région, mais qui a un peu de marge aux finances publiques. Cependant, l'agence de notation Fitch projette un nouveau rebond de la dette en 2025 et 2026. Elle anticipe en particulier une baisse des revenus pétroliers et des déficits budgétaires plus importants. Voilà Barthélémy pour cette page internationale. Polémique autour de la dette publique au Gabon, polémique également autour de la dette publique au Sénégal. Effectivement Barthélémy. Merci beaucoup, midi 28 minutes. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Convocation tous azimuts d'hommes de médias, la liberté de la presse serait-elle menacée au Sénégal? C'est le sujet au menu donc de point de vue tout à l'heure en fin de journal. Pour en parler, nous serons avec Moustapha Cissé, le tout nouveau secrétaire général du SYNPICS, et Ibrahima Bakhoum, journaliste formateur. RFM Sport. Malal Diagne Junior, bonjour. Bonjour Barthélémy. À 16h, le coup d'envoi du match Sénégal-Côte d'Ivoire, c'est dans le cadre de la CAN U17. Les quarts de finale de cette compétition qui va opposer le Sénégal à l'équipe de la Côte d'Ivoire. Match attendu, la meilleure défense face à l'une des meilleures attaques des deux côtés. L'on se dit prêt pour un duel explosif sur le Tcham.
Le Sénégal rencontre une équipe que beaucoup craignent à cause de son atout offensif, à savoir la Côte d'Ivoire. Mais le sélectionneur des Lionceaux fait confiance à ses joueurs. Pape Ibrahima Faye. L'histoire d'un pouvoir, celui qui a marqué des buts. Nous aussi, nous pouvons faire l'histoire d'un résistant, quelqu'un qui n'a pas encaissé de but. C'est juste des valeurs. Au-delà du football, nous formons aussi des hommes. Nous pouvons rencontrer des difficultés dans la vie, mais on ne baisse jamais les bras. En terminant meilleur buteur des phases de poule, Alino Aïdara, devancé hier par le Burkinabé Ashraf Tapsoba, sera très attendu pour cette rencontre. Mais le sélectionneur de la Côte d'Ivoire souligne qu'il y a d'autres Aïdara au sein de cette équipe. Au-delà de sa performance qui est à saluer, il y a aussi d'autres garçons qui sont dans son nombre et qui ont aussi des qualités. Je peux par exemple vous parler de Cissé Bourlaye. Contrairement à son homologue ivoirien, Pape Ibrahima Faye, lui, vise loin. J'ai dit en venant ici que moi, je n'ai rien gagné. Je ne suis pas un favori, je ne suis pas un champion. Les jeunes là n'étaient pas là aussi. Il n'y a que seul Ibrahima rescapé qui était souvent remplaçant même dans cette équipe. Donc vous pouvez imaginer, I'm hungry, j'ai faim, je veux vraiment aussi gagner quelque chose. Côte d'Ivoire, Sénégal, ce sera au stade Berchid à 16h GMT. Soda Thiam, Casablanca, Maroc. Radio Futur Média. Dans l'autre quart de finale, le Mali va défier l'équipe de la Tunisie, sont déjà qualifiés pour ces demi-finales. L'équipe du Burkina Faso qui a explosé hier l'équipe de la Zambie et le Maroc également qui s'est débarrassé de l'Afrique du Sud. Côte d'Ivoire, Sénégal, un match à suivre en direct. À partir de 16h avec Pape Malik Diaw. Oui, sur cette antenne. Merci Malal Diagne Junior. Du football toujours, cette fois-ci la Ligue 1, la 19e journée ce week-end. Ça démarre aujourd'hui, vendredi à 16h30. L'Union sportive de Ouakam joue contre les HLM de Dakar. Demain samedi, l'US Gorée joue contre l'équipe de la Sonacos. Oslo défie l'AS Pikine. Agel reçoit en Galan de Diouf l'équipe du Djaraf de Dakar. A noter également ce matin la cérémonie de remise des clés du stade Léopold Sédar Senghor. Le stade était en réflexion depuis plus de 2 ans. Des réflexions entamées pour préparer l'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. La ministre des Sports, Mme Khady Ndiaye, était présente. Oui, c'est fini maintenant les travaux. On parle de basket pour finir. Oui. On parle mais je parlais plutôt du stade. Oui, les travaux sont finis. Il reste juste à poursuivre un peu les alentours. Mais le gros du travail est fait. Le stade est fin prêt pour recevoir des compétitions internationales. Ah, super. Du basket pour terminer, Malal. Pour terminer avec chez les hommes, la 13e journée qui se poursuit. Le Port joue contre l'équipe de l'AS Douane tout à l'heure. Demain, RSIO face à Guédiawaye Basket Club. UGB défie l'équipe de Asfa. Chez les demoiselles, Asfo face à CMT Ziguinchor. L'AS Ville de Dakar contre Mbour Basket Club. Flying Star contre Debalok. Bop défie l'équipe de l'UCAD. À noter également le début du camp clinique pour la petite catégorie organisée par l'AS Ville de Dakar. Ce sera entre demain samedi et dimanche Barthélémy. Merci beaucoup Malal Diagne Junior. Les quotidiens de ce vendredi qui rendent hommage au défunt président du Conseil constitutionnel. Bonjour Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, la disparition de Mamadou Badio Camara. La République perd un sage, signale à manchette Le Soleil. Un sage s'en va, relève le quotidien. Le Conseil constitutionnel orphelin de son président, écrit Sud Quotidien. Une forteresse de la République s'affaisse à point actu. Le Sénégal perd son sauveur bûchon, le journal Lassa. Le journal Le Soleil note que le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara, a tiré sa révérence hier jeudi 10 avril 2025 à l'âge de 73 ans, après plus de 4 décennies au service de la justice du Sénégal. Connu pour sa discrétion et son attachement à l'éthique, il a fermement tenu le gouvernail de l'état de droit durant le processus électoral en vue de la présidentielle de 2024, afin de permettre à notre pays de connaître sa 3e alternance. Vox Populi, qui se joint au concert de Manche, rappelle que Mamadou Badio Camara a été le magistrat qui avait sauvé la présidentielle 2024 en disant non au report. Il avait fait respecter le terme du second mandat présidentiel. L'homme sera inhumé au cimetière de Pikine après la cérémonie de levée du corps à l'hôpital principal de Dakar. Point Actu rapporte que c'est le juge qui avait validé aussi la candidature de Bassirou Diomaye. Badio Camara, juge de l'histoire. Enquête rapporte que le magistrat était 40 ans au service de la magistrature, une carrière
marqué par la rigueur, le journal a recueilli les témoignages poignants de ses collaborateurs qui retiennent un homme humble, affable et sans peur. Le journal relève qu'il aura joué un rôle décisif dans la consolidation de l'état de droit au Sénégal. Mansour Faye, justement, demande le respect de ses libertés, le respect de l'état de droit. C'est parce qu'il a été refoulé à nouveau à l'aéroport alors qu'il cherchait à embarquer pour la Côte d'Ivoire, cloué au sol malgré l'ordonnance de la Cour suprême qui avait demandé le respect de ses libertés d'aller et de venir ou alors de lui notifier, vous le savez, l'opposition de sortie du territoire. Pour tribune, la dignité de la Cour suprême a été bafouée par le régime Ousmane Sonko Diomaye. Mansour Faye dénonce des velléités dictatoriales. Vox Populi note que c'est la troisième fois qu'il est bloqué à l'aéroport. L'intéressé parle de gravissimes agressions contre l'état de droit. Ils ont franchi le Rubicon. Personne ne peut nier aujourd'hui que la dictature de l'état passif s'est installée au Sénégal. L'opposition exige d'ailleurs des gages de sincérité avant tout dialogue politique. Le FDR n'est pas contre mais demande des garanties, écrit Sud Quotidien. Oui, mais du FDR, le journal relève que le FDR fixe les règles et dit non au super pouvoir de Ousmane Sonko. Derrière cette formule super premier ministre cache une manœuvre claire, instaurer un système où le pouvoir exécutif serait capté par une figure non élue au grand dam de la démocratie sénégalaise. Fin de citation. Samuel Sarr, entre justice et pronostic vital, le journal Observateur alerte en première page. C'est parce que le milliardaire est à l'article de la mort selon ses avocats. L'état de santé de Samuel Sarr en détention au pavillon spécial de l'hôpital Dantec s'est dangereusement dégradé derrière les barreaux. 4 évacuations sanitaires en quelques mois, une avalanche de certificats médicaux versés au dossier. Face à l'urgence, le juge a désigné mercredi dernier le professeur Maïmouna Ndour, spécialiste en endocrinologie et diabétologie, pour donc dire si Samuel Sarr peut rester encore en prison. Document du cardiologue Dr Adamanying Diop appuie la défense et place l'ancien ministre dans la zone rouge du haut risque cardiovasculaire. Sur ça parle de course contre la mort. Le journaliste Simon Faye, placé en garde à vue depuis hier, le journaliste des médias, rédacteur en chef des rédactions de Zik FM et de Saint TV. Donc il est reproché à ce journaliste la diffusion d'une information concernant le Premier ministre. Selon le quotidien, le parquet s'est autosaisi. Cela fait suite à la diffusion par des médias d'un article écrit par le Sud Afrique Confidentiel intitulé Crise politique au Sénégal, Ouattara convoque Sonko à Abidjan. Le parquet a jugé que la publication de cette information sensible pourrait perturber le climat politique actuel. Et puis sport pour boucler, Côte d'Ivoire, Sénégal, ce vendredi à 16h. Nous sommes bien dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations U17. Le Sénégal, donc tenant du titre, affronte la Côte d'Ivoire ce vendredi à 16h au stade de Berechit de Casablanca, c'est au Maroc. Match comptant pour les quarts de finale de la CAN U17 Maroc 2025. Pour les Lionceaux, il sera question de laver l'affront subi par leurs aînés à la dernière CAN senior et d'accéder ainsi au dernier carré d'as de la compétition. Selon toujours le journal Le Soleil qui note que le Burkina Faso et le Maroc ont fini de valider leur ticket pour le dernier carré d'as. Bonne nuit à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? À 12h37, bientôt 38 minutes. Point de vue, à présent, convocation tous azimuts d'hommes de médias, la liberté de la presse serait-elle menacée au Sénégal? Pour en parler, nous sommes en ligne avec Ibrahima Bahoum. Monsieur Bahoum, bonjour. Bonjour. Journaliste formateur. Notre deuxième intervenant, Moustapha Cissé. Monsieur Cissé, bonjour. Bonjour. Tout nouveau secrétaire général du SYNPICS. D'abord, toutes mes félicitations, Moustapha Cissé, nommé donc élu secrétaire général du SYNPICS. Alors, Monsieur Cissé, vous suivez sans doute l'actualité, ces convocations d'hommes de médias, des convocations qui se suivent. La dernière est celle de Simon Faye, retenu justement en garde à vue pour nécessité de l'enquête. D'abord, une première réaction par rapport à cette situation. D'abord, bonjour à tous vos auditeurs. C'est un sujet qui s'insère de manière récurrente dans le quotidien du journaliste. Je pense que la liberté de la presse est l'un des principes fondamentaux de la démocratie. N'est-ce pas? Il repose sur la liberté d'expression. Toutefois, cette liberté d'expression fait appel également, elle aussi, à la responsabilité. Nous regrettons vraiment cette situation à l'amélioration des relations entre la presse et les autorités de ce pays. C'est ça ma première réaction. Vraiment, nous regrettons cet acte-là et prions vivement que Simon, le dernier candidat, soit libéré au plus vite.
Ok. Oui, la liberté de la presse, oui, elle est là, mais encadrée. Vous pensez que certains journalistes ne respectent pas un peu les principes du métier, si je peux l'appeler ainsi? Bon, je ne saurais dire qu'ils ne respectent pas. Je dirais que c'est dans l'exercice de leur métier qu'ils commettent des erreurs. Je le place sur le cadre des erreurs. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on interpelle un journaliste, qu'on offre un journaliste. Donc, pour moi, le principe est acquis. Il faut juste essayer de l'encadrer à nouveau et de veiller à la juste mesure quand on doit assumer certaines responsabilités. C'est sur ce cas précis, j'ai pris langue avec une responsable de la CNTV. Il paraît que il n'en est même pas l'auteur. Mais puisque les textes disent que c'est le rédacteur en chef ou bien le chef d'édition qui est responsable de tout ce qui a été publié, donc c'est très normal qu'on l'interpelle. Mais on aurait souhaité qu'après audition, qu'il rentre chez lui tout bonnement. Ouais. Merci, je reviens à vous tout à l'heure, Cissé. Ibrahim Bakhoum, vous suivez un peu ces actualités liées à ces convocations d'hommes de médias. Vous, en tant que journaliste formateur, qu'est-ce que vous avez vu de façon globale sur le travail des journalistes aujourd'hui? Est-ce que certains parmi eux ne se conforment pas dans l'exercice du métier, ne se conforment pas donc aux principes? Bon, il y a la question, il y a le commentaire. La question que vous avez posée, c'est est-ce qu'il y aurait non-application des principes professionnels? Bon, le reste maintenant, on verra. On peut le dire, oui, que effectivement des journalistes, dans leur travail, parfois volontairement, parfois accidentellement, se retrouvent à commettre des fautes au plan déontologique d'abord, mais parfois au plan éthique. Ça, c'est arrivé. Mais c'est également arrivé que le pouvoir, prenant prétexte d'un cas, se serve de menaces ou d'interpellation comme une sorte d'épée de Damoclès pour faire taire. Donc il y a les deux. Alors pourquoi faire taire? Parce que n'oublions pas que, comme vient de le dire Moustapha, que je salue, si c'est bonjour, n'oublions pas que la presse dans la démocratie est un instrument d'évaluation du niveau de cette même démocratie, c'est-à-dire la possibilité pour les citoyens d'avoir l'information. Et ces informations sont produites, sont diffusées par des journalistes dans des médias. Des codes existent de déontologie de la presse, charge des journalistes du Sénégal. Et dans chaque cas, on précise ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire. Mais ce que nous constatons actuellement, c'est que les journalistes se sont mis dans des combats qui ne sont pas des combats de journalistes, qui ne sont pas des combats de médias. C'est des combats de politique, j'allais même dire de politiciens qui en utilisent pour régler des comptes. Et quand ça s'étale dans la durée, parce que ça n'a pas commencé avec ce pouvoir-ci, mais quand ça s'étale dans la durée, ça commence presque à être une règle que je porte le combat d'un tel, je l'assume. Et ou qu'on dise qu'on l'assume, ou que de la façon on continue encore à s'enfoncer dans l'erreur, parce que moi je dis c'est des erreurs que des journalistes veuillent porter les combats des politiques. Alors, puis quand ça arrive, le politique qui le critiquait hier est aujourd'hui en position de ne pas le critiquer, mais justement il critique ce truc. Hier il critiquait en disant un pouvoir ou un politique utilise des médias pour. Les mêmes font à peu près la même chose aujourd'hui, mais avec d'autres personnes. Autrement, c'est les acteurs qui changent, mais la méthode reste la même. J'utilise des journalistes pour régler des comptes, pour arriver au pouvoir. J'utilise d'autres journalistes pour me maintenir au pouvoir. Et les autres, je les intimide, je mets en prison. C'était une règle avant, ça continue aujourd'hui. Et c'est pas bon. Ouais. Ouais, je reviens à vous tout à l'heure, Ibrahim Bakhoum. Moustapha Cissé, on le dit souvent, la presse est un pilier important dans une démocratie, assimilé même de quatrième pouvoir. Les journalistes sont donc appelés dans l'exercice du métier à être au-dessus de la mêlée. Est-ce que vous avez vu ce que Bakhoum a cité tout à l'heure, des journalistes qui, dans le traitement de l'information ou même à travers leur position, vous sentez qu'ils portent le combat d'un acteur politique? Alors, bonjour à Bodoyen Bakhoum.
Mais c'est la triste réalité. C'est la triste réalité. Nous devons à la vérité de dire que ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la presse, c'est pas ce commentaire. Chaque ministre, chaque député, chaque entité, tout le monde a sa presse, tout le monde a son site, tout le monde a son live, comme on dit, tout le monde a son, je ne sais pas, activiste. C'est un peu compliqué, mais c'est la réalité. D'où, nous, au niveau du Synpics, nous nous organisons pour faire le maillage avec le CNRA, avec le Correct, toutes les entités graphiques autour de la presse, pour faire, par exemple, avoir au moins des standards à respecter et à encadrer ce métier qui tend à disparaître. Parce que si on y prend garde, le pire arrivera. À tout résumé, c'est la triste réalité. Ok, mais aujourd'hui, vous, en tant que Synpics, je rappelle que vous venez d'hériter de ce syndicat, le syndicat des professions de l'information et de la communication du Sénégal. Quelle est votre responsabilité? Est-ce que aujourd'hui, dans vos missions, est-ce que vous prévoyez, en tout cas, d'organiser, je ne sais pas comment je vais l'appeler, entre guillemets, des assises, les assises de la presse, ne serait-ce que pour essayer de laver ce linge? Oui, c'est en réalité ce que je viens de dire. Je ne voulais pas en arriver aux assises parce que nous attendons toujours les conclusions. Peut-être que si le gouvernement nous aide à sortir les conclusions, je ne dirais pas que tout le problème de la presse sera réglé, mais une grande partie de la presse sera réglée. Parce que tout y est. Les gens se sont assis, ils sont discutés pendant des mois et des mois. Il y avait des sommité de la presse, il y avait des sommité de la justice, il y avait pratiquement tous les corps de métier qui gravitaient autour de la presse. Et vivement que ces conclusions sortent. Nous, la responsabilité que nous y avons, nous l'assumerons pleinement. Ce que vous venez de dire là, nous y sommes, nous avons commencé, bien que le bureau n'est pas encore installé. C'est ça c'est le petit souci que nous avons pour l'instant. Mais rassurez-vous, nous fixons comme mission d'assainir cette profession, d'en appeler à la compréhension de tous. Nous irons voir toutes les rédactions, tous les sites au besoin de discuter avec l'État. Parce que je pense que l'un dans l'autre, on doit pouvoir s'entendre. D'accord. Merci beaucoup, Moustapha Cissé. On vous retrouve tout à l'heure dans le journal de 13h. Ibrahim Bakhoum, aujourd'hui, vous avez dressé un peu, fait un constat donc par rapport à ces journalistes qui n'hésitent plus donc à porter le combat des acteurs politiques. Est-ce qu'il sera facile aujourd'hui, au rythme où vont les choses, de changer la donne? Vous savez, Moustapha, le syndicaliste, a hérité d'une organisation, de la direction d'une organisation qui avait été à l'origine du CORED, Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie. Diatou Cissé, qui était alors à l'époque secrétaire général, disait qu'il fallait un ordre des journalistes. Évidemment, cet ordre a eu quelques petites difficultés parce que simplement faire un ordre des journalistes aurait été un peu plus compliqué, mais c'est pas l'occasion ici. Donc, pour dire que si on avait cet ordre-là, comme il y a un ordre chez les médecins, comme il y a un ordre chez les avocats, si un journaliste fait des choses qui sont totalement en travers de la profession, en termes de règles, etc., il peut être suspendu, et s'il est suspendu, plus personne ne pourra l'utiliser durant la période de suspension, y compris même lui retirer la carte. J'arrive. Y compris lui retirer la carte. Et si on lui retire la carte, il ne pourra même plus exercer. Donc, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est exactement le problème. C'est qu'il faut absolument que nous trouvions un mécanisme suffisamment fort. Le CORED en a la vocation, c'est vrai. Le syndicat qui lutte à la fois pour les intérêts matériels et moraux et conditions de travail de ses membres, tout cela mis côte à côte, on a eu beaucoup de rencontres. Bien avant, même du temps de Diouf, du président Diouf, il y avait des rencontres comme ça, etc., entre la presse et le pouvoir. Mais c'est toujours parce que les journalistes se retrouvent parfois piégés dans leur propre logique, non pas le journaliste, mais le média, qui fait de ces recrutements de personnes qui n'ont rien à voir avec la profession, ni en termes de valeur, ni en termes de déontologie, et qui se retrouvent donc à occuper de ces espaces, qui finalement flétrissent la profession. Pourquoi? Parce que, comme je répète encore, le combat qu'ils mènent, c'est un combat de positionnement, un combat d'argent, un combat de mercantilisme. Finalement,
on ne sait plus qui fait de l'information, on ne sait plus qui fait du commentaire, on ne sait plus qui fait de l'invective. Tout le monde est là et conséquence, le pouvoir se donne les moyens. Après avoir utilisé... Le tribunal des pairs aurait suffi pour régler ce genre de situation, non? Le tribunal des pairs est une partie du CORED. Il ne peut pas à lui seul régler cette question. Je vous en parle, puisque vous voulez que nous parlions du tribunal des pairs, parlons-en. Le CORED a été pensé, comme je disais tantôt, au départ, pour un ordre. C'est quand on a vu les difficultés que c'est devenu donc le CORED, pas un ordre, mais c'était entre une synthèse entre le CRED, Conseil pour le respect de l'éthique et la déontologie, qui a existé à la fin des années 90, et maintenant l'ordre. Alors, donc, le CORED, son travail, le CORED qui a effectivement le tribunal des pairs. Ce tribunal des pairs parle, prend des mesures, etc. Mais c'est vous-même, quand je dis vous, pas toi, Ngom, mais Barthélémy, mais simplement des gens qui sont dans la presse, qui se mettent à critiquer le truc. Ils ne sont pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit ce que vous avez fait, c'est pas de la profession. Alors que ce qui devrait être le plus gênant pour un journaliste, c'est que ses propres confrères ou consoeurs, des gens qui font le même travail que lui, qui connaissent le boulot comme lui, qui le connaissent peut-être parfois mieux, qui ont beaucoup d'expérience et tout, quand ces gens-là vous font une critique sur votre boulot, qui lui remontent les bretelles. Pardon? Qui lui remontent les bretelles. Qui lui remonte les bretelles, bon, comme ça, non seulement il n'accepte pas, mais en plus, il y a encore toute une cour autour pour l'appuyer et critiquer en même temps le régulateur ou l'autorégulateur, parce qu'il y a le régulateur CNRA et l'autorégulateur le CORED. Donc tout ça, c'est une sorte de la limite, bon, le terme va être fort, mais qu'on me le permette, une sorte de malhonnêteté qui s'est installée. Les journalistes eux-mêmes font leur propre police et c'est les mêmes journalistes qui détruisent, qui attaquent leur propre police en ne respectant pas les règles. Mais qu'est-ce que vous voulez? Parce que comme je dis et je répète encore, la profession aujourd'hui est tellement ouverte que tout le monde peut se retrouver là-dedans et tout chasseur de primes également arrive. Il y a deux chasseurs de primes, la prime d'argent et la prime de combattant. La prime de combattant, c'est le pouvoir qui le cherche. Il met ses hommes, il met ses médias, il les installe et va utiliser ces gens. Les mêmes maintenant se mettent à attaquer d'autres confrères. Ils n'ont jamais lu, on a l'impression, la charte des journalistes du Sénégal. Quand même, allez chercher au moins dans l'article 19 de cette charte-là. Vous allez comprendre, il y a tellement de choses où on vous dit, mais si vous lisez un texte et ça ne vous intéresse pas de l'appliquer, parce qu'il y a quelqu'un de plus fort que vous qui vous donne de l'argent, il y a quelqu'un de plus fort que vous qui vous menace, et à ce moment, c'est toute la profession qui est déréglée, aussi bien du point de vue de sa gestion que du point de vue de son... Merci Ibrahima Bakhoum, merci également Moustapha Cissé. De toute façon, on va poursuivre le débat tout à l'heure dans le journal de 13h qui vous sera présenté par Fama Dione. Moustapha Cissé, nouveau secrétaire général du syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal, le SYNPICS. Ibrahima Bakhoum, journaliste et formateur. Mesdames, Messieurs, merci à vous. C'était le midi. Présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Aliouba, réalisation Awambaye, chef d'édition Mamastou Kane. Merci de votre fidélité. L'info revient dans moins de 8 minutes à 13h. Bonne suite de programme sur la radio Futur Média. Xiaomi, pionnier mondial de l'innovation